Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la scène Impact du Startup Safari animé par Laruche. Je suis Jeanne, je suis responsable de la communication au sein de Laruche et je vais être facilitatrice de cette table ronde, cette nouvelle table ronde, durant laquelle nous allons essayer de bousculer les idées reçues, cette fois-ci autour de la question des réfugiés et plus particulièrement, parce que c'est ce qui nous intéresse, de l'entrepreneuriat chez les réfugiés. Parce qu'à la ruche, en fait, on est sûr et on croit fortement que tous celles et ceux qui ont l'envie l'entreprendre, pardon, doivent pouvoir le faire, et ce malgré et ce peu importe leur origine sociale, leur niveau de validité, leur origine territoriale ou leur genre. Et pour ça, nous, à la ruche, on crée des écosystèmes locaux qui ont pour but d'accompagner la naissance et le déploiement d'initiatives positives partout sur le territoire. On a notamment 10 ruches en France et on crée aussi des programmes d'accompagnement pour accompagner toutes celles et ceux qui veulent entreprendre et leur offrir on leur ouvre pour ça les réseaux et on leur donne les outils pour le faire. Aujourd'hui, du coup, on va parler de la question des réfugiés et on va pas parler de la question politique des réfugiés. On n'est pas des spécialistes en droit de l'asile. On va plutôt parler d'insertion des réfugiés et l'insertion par l'entrepreneuriat. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Sina Jocheni, responsable de programme des incubateurs THSN, et Josiane Kijigo, qui est porteuse de projet à la ruche. Bonjour à tous les deux. Merci. Bonjour Jeanne. Merci, bonjour Josiane. Bonjour tout le monde. Bonjour Josiane. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation et d'être là aujourd'hui avec moi pour parler comme je l'ai dit, d'insertion de réfugiés. Alors le but du jeu, c'est d'avoir un dialogue un peu transparent et sans tabou. On se connaît presque tous, donc voilà, on est entre nous et le but du jeu est de se faire plaisir aussi. Alors avant de lancer les hostilités et de vous présenter des idées reçues, je vais vous proposer de vous présenter. Et je donne d'abord la parole à Josiane, qui est notre invitée. Merci Jeanne. Donc je suis, mon nom est Josiane Kijigo, donc burundaise. J'ai le statut de réfugiée et de formation, donc ancienne journaliste. J'ai aussi été rédactrice de rapports. J'ai organisé des ateliers, des séminaires, donc dans une autre vie, comme je pourrais le dire. Et donc là, j'ai rejoint la ruche en tant qu'incubée pour un projet d'entrepreneur pour créer justement au départ, donc je garde ce côté entrepreneur, mais aussi pour créer une petite association donc qui va faire un plaidoyer, une sensibilisation sur des questions de femmes, mais pas que, sur des questions de société, puisque c'est lié sur des questions de jeunes, des hommes aussi, pourquoi pas, donc culturel, donc des analyses, une prospective avec toute une gamme donc de produits. Et donc j'ai aussi ce côté entrepreneur puisque je suis rédactrice freelance. Et aussi donc j'aspire aussi à retrouver un travail donc stable, hein, donc c'est donc on va justement débattre entrepreneuriat, donc recherche d'emploi aussi quelque part, c'est l'un des sujets aussi. Voilà, donc et je vous remercie justement d'être parmi vous et de me donner cette opportunité de débattre de cette question donc d'entrepreneurs et de question de la problématique des réfugiés. Merci beaucoup. Merci Josiane. À toi Sina. Bonjour, ravi d'être là. Merci Jeanne pour l'introduction. Merci à Josiane aussi. Moi, je m'appelle Sina, je travaille à la ruche. Je suis le responsable du programme d'accompagnement pour entrepreneurs réfugiés. C'est un programme qu'on a créé donc en partenariat avec plusieurs acteurs, notamment The Human Safety Net, qui est la fondation de l'assureur Generali, qui a pour ambition d'accompagner des personnes réfugiées à socio-professionnelle grâce à on t'entend pas très bien, Sina. Vous entendez? Ouais. Donc on a fait ce programme-là en septembre 2019, tout d'abord à Montreuil, et là récemment, en janvier 2021, on a ouvert un second incubateur à Saint-Denis. Notre objectif, c'est d'accompagner des personnes qui ont la protection internationale à développer leur projet, leur association, leur entreprise, de leur donner toutes les clés, les connaissances, la méthodologie, le réseau pour ça, et par l'entrepreneuriat, faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir professionnellement
et pouvoir s'insérer le mieux possible dans la société française. Merci à tous les deux. Alors, je vais poser un petit peu la problématique avant de vous présenter la première idée reçue autour de laquelle on va pouvoir échanger. En 2020, je suis allée chercher quelques chiffres. La CNDA et l'OFPRA, donc les deux organismes qui traitent des demandes d'asile, ont annoncé avoir accordé 24 000 nouveaux statuts de protection. Et ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'une personne a le statut de réfugié, c'est un peu la croix et la bannière pour s'insérer, trouver un logement et trouver un travail. Et donc, ce que j'ai recherché aussi, et ce que j'ai trouvé, chercher le taux de chômage chez les réfugiés, et j'ai pas trouvé, mais j'ai le taux de chômage chez les étrangers, qui est peut-être déjà un premier, un bon indicateur pour avoir une idée de la problématique. C'est le taux de chômage chez les réfugiés est 2 fois plus important que chez les Français. Donc, il y a vraiment un problème d'insertion de toute une partie de cette population en France. Alors, ce qui m'amène à vous présenter mon premier cliché. Est-ce que trouver un job alimentaire est la seule voie d'insertion pour les personnes réfugiées en France? Qui souhaite Qui commence? commencer? Tu peux commencer, Josiane, si tu veux. Je veux bien. Donc, Vas-y, je un t'en job prie. alimentaire, je pense que c'est le circuit le plus rapide pour la plupart. Donc, on peut dire que ça fait cliché, oui. La plupart de personnes réfugiées ou en situation donc de précarité vont se rabattre rapidement sur cette voie-là, puisque ça va être plus court, hein, ça va demander moins de démarches. Donc, ça va être une voie quasi assurée de trouver un logement quel qu'il soit, de pouvoir se nourrir, de pouvoir s'habiller. Eh bien, disons que déjà, si la personne est surdiplômée, ce sera difficile qu'elle trouve un emploi à la hauteur de ses expériences. Donc, si on peut dire, ça va être facile de trouver donc un boulot alimentaire, mais je pense que toute personne garde l'espoir de retrouver. Je pense que c'est une première étape. On se dit, je vais faire ce boulot alimentaire, mais je continue à chercher. Sina, qu'est-ce Ouais, que tu en penses, toi? je suis d'accord avec Josiane. Je pense que en fait, ça dépend, est-ce qu'on parle d'insertion, sur le long terme ou alors, vraiment, une urgence alimentaire sur le court terme? Dans ce cas-là, il y a pas de mal pour ces personnes-là à trouver un emploi stable déjà, qui leur permette ensuite d'avoir un logement. C'est quelque chose qui est nécessaire pour elles, heu, parce que, le plus souvent et bien, c'est des personnes qui sont dans des centres d'hébergement quand elles arrivent au départ en France et qui, veulent trouver un logement. Qui dit logement dit emploi stable. Donc très souvent, c'est voilà, une contrainte, mais c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, il faut ça pour avoir un revenu. Après, voilà, c'est peut-être pas, la meilleure voie d'insertion sur le long terme. Je veux dire par là que, comme disait Josiane, il y a des personnes qui ont les personnes réfugiées, en fait, derrière ce terme-là, il y a énormément de profils différents. Il y a des personnes, très diplômées, d'autres non, c'est pas non plus un critère discriminant. Il y en a qui vont, se retrouver dans des jobs alimentaires, d'autres non, qui vont, en faisant ces jobs-là, peut-être perdre une partie de leur identité aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que très souvent, c'est des personnes qui avaient déjà une expérience dans leur pays d'origine ou dans les pays par lesquels ils sont passés ensuite, qui ont, parfois aussi entrepris, en fait. On peut être entrepreneur entrepreneur, c'est un grand mot, mais ça peut juste être une affaire qu'on avait dans son pays, un commerce, une boulangerie. Être artisan, c'est aussi être entrepreneur, c'est avoir sa propre affaire et très souvent, c'est quelque chose de nécessaire d'avoir un job alimentaire, mais c'est aussi, du point de vue, personnel, du point de vue de l'identité de ces personnes-là, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est une sorte, de déclassement parfois pour elles. C'est d'arriver, d'oublier tout ce qu'elles ont fait, toutes les étapes par lesquelles elles sont passées avant d'arriver en France et du coup, c'est pour ça que nous, on pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi une voie d'insertion. C'est pas la seule, encore une fois, ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens, qui sont faits pour ça, d'autres pas du tout, qui sont beaucoup plus à l'aise, dans le salariat, mais c'est une voie et c'est pour ça qu'on la présente comme ça. Il y a des profils qui sont beaucoup plus adaptés pour ça. Des personnes qui ont déjà entrepris dans leur pays, comme je l'ai dit, dans leur pays d'origine, qui veulent continuer sur cette voie-là, qui ont à cœur aussi de maintenir une certaine identité et c'est pour ça que
pour nous, c'est aussi quelque chose qui est possible pour les personnes réfugiées et c'est pour ça qu'on a ce programme-là. C'est pour ça qu'on a à cœur de le développer aussi, de l'améliorer, parce que pour nous, l'entrepreneuriat, c'est un moyen, un outil qui va permettre une insertion socio-professionnelle pour les personnes réfugiées. Pourquoi? Bah, parce que, ça permet d'être, très proactif, en fait. Être un entrepreneur, c'est prendre les devants, c'est, d'aller chercher soi-même, ce qu'on veut pour avancer dans son projet. Nous, bien sûr, on est là, on est un organisme qui est là pour les accompagner, mais c'est les entrepreneurs qui sont au devant, qui sont les moteurs de leur projet. Donc ça permet de devenir autonome, en fait et l'autonomie, c'est aussi une de nos ambitions. C'est de faire en sorte qu'après, les 9 mois d'accompagnement qu'on a, ces personnes-là deviennent le plus autonomes possible et on pense que l'entrepreneuriat, c'est un bon outil pour ça. Ensuite, ça permet aussi d'élargir son réseau, de faire des rencontres. Ça, je pense que c'est aussi primordial. Josiane, tu pourras me compléter, mais pour les personnes qui arrivent dans un nouveau pays, qui connaissent pas beaucoup de monde, c'est un des principaux obstacles à leur insertion, c'est leur réseau, que ça soit leur réseau professionnel, mais aussi personnel. Et en fait, être entrepreneur, développer son projet, c'est aussi rencontrer beaucoup de monde. Donc c'est pour ça qu'on pense aussi que c'est là aussi une bonne voie d'insertion. Il y a aussi toute une question de confiance en soi aussi. C'est, justement, il y a cette perte d'identité qui fait qu'il y a une perte de confiance aussi trop souvent et le fait d'avoir son projet, de le mener à bien et le projet est très lié au personnel, à la personnalité des personnes qui vont entreprendre. Du coup, ça fait vraiment gagner, développer la confiance en soi des personnes, qu'on accompagne nous et là aussi, c'est un facteur primordial, je pense, dans leur insertion. Donc Mais ce que tu veux dire, Sina, si je comprends bien, si je peux résumer, c'est qu'aussi, l'entrepreneuriat, c'est aussi, un moyen, c'est pas forcément une fin en soi, c'est ça? Ça peut être aussi un moyen de s'insérer. Nous, en tout cas, on le voit comme ça. Après, évidemment, notre priorité, c'est d'aider les personnes qu'on accompagne dans leurs projets parce qu'elles sont là pour ça, c'est la priorité. Mais, par exemple, quand on fait le bilan des personnes qu'on a accompagnées, quand on essaie de prendre un peu de recul pour voir, comment a été, est-ce qu'on a réussi à atteindre nos objectifs? Quel a été notre impact? Les sorties, positives, c'est pas seulement, le fait d'avoir créé sa boîte, d'avoir développé sa boîte. Ça peut être toutes les rencontres qui, ont été créées grâce à ça. Ça permet aussi de se professionnaliser, donc d'avoir une meilleure aisance à l'oral, par exemple, ce qui va aider beaucoup les personnes à trouver un job par la suite, parce que ça va les aider pendant les entretiens. Donc avoir un emploi stable, c'est aussi une sortie positive et si le fait d'avoir entrepris, démarré son projet, d'y avoir réfléchi, ça peut, aider dans ce sens-là, c'est aussi une sortie positive pour nous. OK, très bien. Josiane, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon je vous présente mon deuxième cliché. Non, je pense que je vais essayer de développer avec le deuxième cliché. Ça marche. Alors mon deuxième cliché, ma deuxième idée reçue que voulais vous présenter, c'est que, l'entrepreneuriat en France, c'est trop compliqué pour les gens qui n'ont pas les codes du pays et qui ne connaissent pas la langue. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, pour moi, je dirais que c'est un non et c'est un oui en même temps. Non, d'abord parce que j'ai fouillé un peu et j'ai pu trouver des exemples de réfugiés arrivés en France qui ont entrepris rapidement, sans avoir les codes et sans avoir nécessairement le niveau requis du français. Et en même temps qu'ils entreprenaient, il a appris donc il a commencé des cours de français intensifs. Et là, donc, je pourrais donner donc le cas donc d'un Syrien donc qui dit être arrivé en France en 2015 en août et qui 4 mois plus tard a fondé sa propre entreprise. Donc parce que déjà il avait cette fibre entrepreneuriale chez lui et que il a trouvé le même créneau donc dans la tech et qu'il a pu développer le projet rapidement. Donc, c'est vrai qu'on dit bien que, en fait, en France, il y a 3 mots, il y a 3 réalités. Il faut faire attention, même pour des personnes qui arrivent, quels que soient leurs horizons et qui soient francophones à l'origine. Lorsqu'ils arrivent, il y a quelque chose on n'a pas nécessairement à ce moment-là. Il y a l'intérêt des mots en France. Il y a l'intérêt de l'image en France.
il y a l'intérêt du réseau, l'importance du réseau. Donc, ces trois choses-là, on ne les coche pas nécessairement lorsqu'on arrive. Donc, on ne va pas comprendre si ces codes-là, on ne les a pas, mais petit à petit, on apprend. Donc, plusieurs entrepreneurs ont pu le faire, ont pu se lancer sans pour autant donc, avoir ces codes-là et aussi à côté, donc, le français requis le niveau. Mais aussi, non, oui aussi, pourquoi ce cliché, le contre-pied, c'est parce qu'en fait, d'après des expériences, aussi avoir un petit niveau de français, un niveau donc requis, parce que je pense qu'il faut avoir un B1, un niveau B1 au moins, pour prétendre à un emploi justement en France et pouvoir mieux s'exprimer et discuter, collaborer avec les autres. C'est un obstacle quelque part, parce que le recruteur ne va pas vous faire passer un entretien, il ne va pas vous intégrer dans son équipe, même s'il avait la bonne volonté. En fait, c'est dans les deux sens, au fait. Donc, pour des entrepreneurs qui le veulent, qui ont donc cette appétence, c'est rapidement fait, donc parce que peut-être qu'aussi ce qui va manquer, ce sera le réseau. Mais le réseau, lorsqu'il tombe dans des organisations comme La Ruche, comme Singa France ou d'autres, ils arrivent facilement à être accompagnés parce que c'est une structure qui est derrière eux. Par contre, je pense que pour les codes, on les apprend au fur et à mesure. Mais pour la langue, quelque part, ça va être bloquant, quel que soit. Donc, par exemple, pour aller faire ces démarches administratives, pour écrire, pour faire des correspondances, il faudra bien avoir un certain niveau requis minimum de la langue française. Quel est ton point de vue? Je pense que Sina va être très d'accord avec toi. Bah oui, bien sûr. Je pense que, enfin, ça serait mentir de dire que c'est aussi simple. Enfin, déjà, entreprendre en France pour quelqu'un de français, c'est pas facile. Mais être réfugié, arriver dans un nouveau pays, ne pas connaître les codes socioculturels, évidemment que ça freine encore plus et que c'est d'autant plus d'obstacles. Comme disait Josiane, il y a la langue déjà qui est un des principaux critères qui peut les freiner. Parce que la France, c'est pas un pays où on peut créer son entreprise en parlant anglais, par exemple. Il y a d'autres pays, peut-être en Europe du Nord, où c'est le cas. Mais la France, aller à un rendez-vous chez un banquier, par exemple, et ne pas savoir parler français, c'est quasiment impossible. Donc voilà, je pense que c'est plus compliqué. Il y a aussi le réseau, évidemment, je l'ai déjà mentionné, mais le réseau, c'est vraiment hyper important quand on veut créer son entreprise en France. Et quand on arrive en France et qu'on connaît personne, forcément, ça complique les choses. Donc voilà, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Après, justement, comme je le disais par rapport à la question d'avant, ça peut être aussi l'entrepreneuriat un moyen d'apprendre ces codes-là. C'est-à-dire vraiment, c'est apprendre par la pratique, en fait. Pas par la théorie, mais vraiment par la pratique, c'est de se lancer dans le bain et du coup, en fur et à mesure du développement de son entreprise, son association, rencontrer des gens, connaître, voilà, les codes, comment est-ce que ça se passe. Ça peut être en fait, ça dépend ce que sont les codes aussi, parce que c'est un mot assez vaste, mais ça peut tout et rien dire. Au niveau administratif, si c'est les codes administratifs, c'est très compliqué en France. Donc là aussi, c'est se lancer et voir ce que ça peut donner. Nous, en tout cas, on conseille aux personnes qu'on accompagne, comme c'est quelque chose qui est pas évident, que c'est souvent des personnes qui ont un job alimentaire à côté. Nous, on veut pas que ces personnes-là arrêtent tout du jour au lendemain pour se lancer dans leur entreprise, parce que c'est quelque chose qui va pour eux prendre encore plus de temps. Il faut être patient, parce qu'il y a aussi tout cet apprentissage qui se fait en même temps. Mais voilà, il faut faire étape par étape, avoir une sécurité à côté. Mais en France, il y a quand même des dispositifs qui sont créés pour permettre justement d'avoir une activité entrepreneuriale, tout en ayant un filet de sécurité à côté. Je pense, par exemple, au statut d'auto-entrepreneur. On peut être salarié et avoir le statut d'auto-entrepreneur à côté et pouvoir se lancer. Donc ça permet de tâter un peu le terrain, de pouvoir tester un peu son offre, de voir quels sont les retours qui vont être faits, de se lancer dans l'entrepreneuriat concrètement, mais tout en ayant ce filet de sécurité-là à côté qui va permettre, justement d'avoir, une garantie parce que c'est compliqué de se lancer, dans l'entrepreneuriat quand on est une personne réfugiée en France. Merci à tous les deux et ça m'amène à une deuxième question que j'avais pas notée, mais qui me semble importante. Vous avez tous les deux cité l'administratif.
J'imagine que pour quelqu'un qui arrive, enfin, pour un Français, c'est hyper compliqué, l'administration en France et la bureaucratie. Pour quelqu'un qui vient d'arriver et qui connaît pas ça et qui a l'habitude d'entreprendre dans son pays en achetant, en vendant, sans avoir trop de contraintes, ça peut être un énorme frein. Ça rend l'accompagnement obligatoire pour vous? Peut-être Josiane, tu as plus de cette vision-là que Comment moi. tu l'as vécu, toi, Josiane, justement? Moi, je dirais que, par exemple, j'ai bien observé que les groupes, par exemple, à La Ruche, c'est un groupe homogène, mixte, donc où vous trouvez tous les niveaux, vous avez tous les niveaux, mais c'est des personnes comme moi-même, par exemple, je voulais le faire depuis longtemps, mais je ne me suis jamais lancée concrètement. J'avais l'idée. Il a fallu bien qu'on m'aiguillonne vers La Ruche pour que justement je prenne ces décisions-là d'y aller, en fait. L'accompagnement est bénéfique sur plusieurs niveaux. Donc, déjà, on signale souvent aussi que les experts disent qu'en fait, ils recommandent pas aux personnes donc en situation de réfugiés, de précarité, de réfugiés, donc de se lancer rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils disent ces personnes-là ont encore des traumatismes psychologiques, il faut encore des cauchemars, ils savent pas comment se tenir, par exemple dans un public, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, c'est des personnes qui, lorsqu'ils se lancent trop tôt, c'est des handicaps. D'où l'accompagnement est vraiment, moi, elle est bienvenue. Donc, il est bienvenu à plusieurs égards. C'est non seulement des personnes qui se tiennent à vos côtés, c'est non seulement des rencontres au fur et à mesure, c'est non seulement des personnes qui vont vous aider à débroussailler, c'est non seulement des personnes qui vont vous aider à mettre des points sur ceci ou cela. Donc, justement, comme le disait donc Sina, l'accompagnement fait par La Ruche et par d'autres structures, en fait, il revêt une importance que peu de personnes donc s'imaginent. Par exemple, on a eu en 2018, octobre, je pense, la ministre du Travail qui a lancé un appel à proposition de 15 milliards, je crois 15 millions, je me rappelle plus et au bénéfice donc d'associations qui font un tel accompagnement. C'est en fait souligner le fait que même les autorités donc compétentes se rendent compte de l'importance d'appuyer donc ces réfugiés. Donc vous trouverez quand même que donc un accompagnement pareil vous sort en fait d'un brouillard. Moi, c'est comme ça que je le vis. En fait, vous aviez tout, mais il y a un brouillard, vous voyez pas. Donc, et là, donc, on vous épaule intellectuellement, on vous épaule psychologiquement, on vous épaule humainement. Et moi, je pense que c'est plus qu'une insertion professionnelle, en fait, en fin de compte. Merci Josiane, c'était super. Je vais réutiliser ce verbatim pour la com externe. Non, je rigole. Si je peux ajouter quelque chose aussi, peut-être, c'est que après, effectivement, comme je disais, on disait que c'était plus compliqué, mais après, ça dépend des profils. Il y a des personnes qui sont tellement motivées, des personnes réfugiées qui entreprennent, qui sont tellement motivées, qui ont une telle envie, que ça va super vite et que, en fait, les personnes réfugiées, par essence, hein, c'est un peu, je vais refaire un peu un cliché, mais c'est un peu ça, c'est des personnes qui sont très résilientes, en fait, par rapport à toutes les étapes par lesquelles elles sont passées, qui ont dû justement à chaque fois, aller au-delà de tous les obstacles qui sont dressés face à elles. Du coup, c'est des personnes qui ont aussi, au niveau de leur profil, un profil qui est assez adapté à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de difficultés qui se dressent à soi et qu'il faut surmonter. Et leur parcours fait que qu'elles ont eu l'occasion d'aller au-delà de certaines difficultés et donc une certaine résilience qui est tout à fait adéquate pour entreprendre. Donc voilà, ça dépend en fait. C'est à la fois plus compliqué, mais en même temps, c'est des personnes qui ont des profils, parfois qui sont tellement motivés et qui vont tellement de l'avant que ça leur facilite vachement les choses aussi. Je voulais en parler dans troisième, enfin c'est un peu la continuité, mais c'est plus spécifique. Est-ce que vous pensez que, enfin déjà pour les hommes c'est compliqué, mais pour les femmes ça l'est encore plus. On voit très peu, nous dans nos programmes d'accompagnement, très peu de femmes, de plus en plus, mais très peu de femmes dans l'entrepreneuriat, enfin dans nos programmes, les programmes qu'on propose, très peu de femmes postulent. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles connaissent des freins particuliers ou est-ce que les obstacles sont trop grands? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je sais pas, hein, je dirais, au fait, par exemple, que je pense déjà que de par l'histoire du monde, le commerce a d'abord été exercé par, ou l'entrepreneuriat, ou en tout cas ce genre d'activité, a d'abord été exercé par les hommes traditionnellement. Donc, avec les temps modernes, avec les différentes transitions qui ont été opérées au fur et à mesure, la femme a appris à être au devant de la scène. Donc, aujourd'hui, je pense que la plupart de femmes réfugiées restent dans leur foyer ou n'osent pas entreprendre, ou en tout cas n'osent pas venir vers la lumière, peut-être culturellement ou d'autres freins. Mais je crois que lorsqu'elles ont, ça dépend du profil au fait. Vous allez les retrouver qui ont créé donc une entreprise sans avoir été accompagnés, nécessairement. Vous allez retrouver qui n'ont pas osé, vous allez retrouver qui ont été accompagnés. Par contre, j'ai l'impression, il y a une Rwandaise qui a créé une e-shop Izuba quelque chose, qui disait en fait qu'elle s'est heurtée en France à un problème de prêt bancaire. Et que cela l'a étonnée. Même si elle était accompagnée par, je pense qu'elle était accompagnée par Stinga France, elle n'a pas pu avoir accès à un prêt bancaire. Donc, et je sais, elle a dit qu'elle était étonnée parce que, par exemple, dans son pays d'origine, aujourd'hui, la question des femmes est tellement en avance qu'elle est comparée à la situation des pays, des femmes dans les pays scandinaves. Donc, elle était stupéfaite de voir qu'en fait, elle n'arrivait pas à trouver un prêt parce que pas de garant, mais c'est le système bancaire en France, en fait. Et ça se comprend. Donc, je crois que les femmes auront plus tendance à garder les choses à l'intérieur, à ne pas s'avancer, si quelque part, je pense, elles n'ont pas cet appel-là, et si elles ont une petite sécurité derrière, donc matériel, quelque part. Sina, qu'en penses-tu? Bah oui, c'est ça. Je pense que c'est peut-être aussi un plafond de verre, mais ça, c'est le cas des femmes aussi françaises. Et on le sait, nous, à La Ruche, parce qu'on a des programmes dédiés justement pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est d'une part la société qui est un peu inégalitaire, et d'autre part aussi une question de confiance du fait de cette société inégalitaire, qui fait que parfois ces femmes-là se freinent un peu trop. Et donc nous, justement, on est contents d'avoir de plus en plus de femmes qui participent à nos programmes, comme Josiane et comme d'autres qu'on accompagne, parce que c'est aussi montrer, c'est des exemples, tout simplement, montrer que c'est quelque chose qui est aussi faisable, que si elles le veulent, il y a des organismes qui sont là pour les accompagner, voilà, qu'on est là pour aussi les aider, et que c'est pas du tout quelque chose qui est réservé à des hommes. Après, voilà, c'est des cultures qui peuvent être différentes par rapport aux personnes réfugiées. Et là, on a toutes nationalités confondues de personnes qu'on accompagne. La place de la femme n'est pas la même, forcément. Ça, c'est aussi une chose qui est vraie. Donc, parfois, il y a le poids des maris, les enfants qui sont là. Donc, c'est ce qui fait que ça facilite pas du tout le fait d'entreprendre. Mais voilà, plus on va le faire petit à petit, plus on va mettre en avant, nous aussi, des femmes qui le font, plus on espère que ça va servir de modèle, et que ça va faire en sorte que de plus en plus de femmes vont sauter le pas, et elles aussi entreprendre dans leurs propres projets. Merci à tous les deux. Alors, je vais présenter un autre cliché qui est, attention, un gros cliché. Les réfugiés qui entreprennent sont souvent des auto-entrepreneurs dans la restauration, la livraison. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Là, déjà, on a l'exemple de Josiane qui montre que c'est pas vrai. Disons que ça peut rejoindre l'autre cliché qui veut qu'en fait, un réfugié va trouver un travail dans ce secteur-là, l'hôtellerie, l'alimentaire, donc ce sera plus rapide, donc on va se rapprocher du boulot alimentaire au fait. Et j'ai vu aussi qu'il se développe beaucoup de projets autour, même pas seulement pour les réfugiés, dans la tech, donc qui sont des métiers donc à haute tension, qui absorbent beaucoup de monde. Au fait, il y a ce cliché aussi, en fait, cette idée reçue, en fait, qu'un réfugié vient prendre une place. Oui. Il vient prendre une place, et cette place-là, on ne veut pas la lui donner. Donc, je vais peut-être parler de mon cas, si on veut. Donc, je suivais un programme, et on m'a dit, Josiane, c'était une discussion à bâton rompu, c'était un programme pour femmes, justement.
Et une Française qui me dit, Josiane, comme on en parle, on est entre nous, c'est bienveillant. Il dit, tu vois, Josiane, je vais préférer, il parlait d'une autre femme qui a un accent italien, il parle français mais avec un accent italien, que le français parfait de Josiane. En fait, ça veut dire qu'il est tellement, elle a dit, en fait, elle a dit, par exemple, les autres personnes d'origine étrangère de ton âge, Josiane, ne parlent pas comme toi, j'ai remarqué. Tu as une façon de parler, ton français il est parfait, tu as une façon de parler, mais on sent bien que tu maîtrises la langue. En fait, il y a cette perfection chez une personne réfugiée qu'on ne voudra pas avoir nécessairement. Donc, ça renvoie à ça. Donc, on veut bien lui donner un boulot, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose de petit. Il ne faut pas prétendre à quelque chose de grand rapidement. Alors, j'avais repéré des statistiques par l'OCDE, c'est un rapport de l'OCDE, qui disait en fait que dans les pays européens, le taux de réfugiés qui ont un emploi est de 56%, tandis que le taux d'emploi des immigrés pour raison familiale est de 53%, tandis que le taux d'emploi des personnes d'origine étrangère nées dans le pays est de 65%. Donc, un bond de 9% de plus. Et ce rapport indique en fait qu'il faut 20 ans pour que le taux de l'emploi des réfugiés atteigne celui des personnes d'origine étrangère nées dans ce même pays européen. Et que 5 ans après son arrivée en France, par exemple, ou en Europe, un réfugié sur 4 occupe un emploi. Donc, et c'est le taux le plus faible de toutes les catégories de l'emploi, par exemple. En fait, ça explique la difficulté non seulement de trouver un travail même alimentaire, mais aussi de trouver le job de rêve, comme on dit, pour un réfugié, au fait. Donc, quelque part, donc, même les réfugiés se rabattent sur ces petits emplois qui sont faciles, et c'est la facilité, et les lendemains sont assurés, si je peux m'exprimer ici. Ouais, c'est vrai que c'est un gros cliché qu'on a en France et dans beaucoup de pays. On voit les réfugiés comme une menace et on leur laisse la place qu'on veut leur donner, c'est-à-dire boucher les trous, au lieu de les voir comme une opportunité. Alors que les tendances montrent qu'il va y avoir de plus en plus de mouvements de population les prochaines années, et notamment pour des raisons climatiques. Et c'est vrai que nous, par l'entrepreneuriat, on le fait. Et je vais te laisser la parole, Sina, pour en parler. Mais c'est vrai que c'est une grosse question de société actuellement et on devrait s'y préparer pour les années futures. Ouais. Bah oui, c'est sûr que tout simplement, en fait, pourquoi l'entrepreneuriat pour les réfugiés? Parce que l'accès à un emploi stable est compliqué, quoi. Donc, le fait est que grâce à l'entrepreneuriat, ils vont pouvoir créer leur propre métier, tout simplement. On part de ce constat-là. Après, dans les emplois alimentaires, il faut pas dans les secteurs de l'alimentaire et de la livraison, c'est le cas. Et comme le disait Josiane, parce que malheureusement, ils peuvent pas espérer mieux quand ils arrivent. Dans l'alimentaire, après, ça peut être aussi une opportunité. Nous, on accompagne des femmes qui ont des projets dans la cuisine et on est super content de ça parce que c'est aussi leur culture, leur richesse, leur savoir-faire. Et il y a des programmes aussi qui les aident, je pense à Meet My Maman notamment, qui aident ces femmes-là à créer leurs projets dans la cuisine. On accompagne, nous, Sonila, qui est une réfugiée afghane, qui veut justement créer son restaurant et aider d'autres femmes afghanes, les embaucher et les aider justement à trouver un emploi grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'elle se dit que faut juste partir du constat que c'est le principal savoir-faire de ces femmes-là et donc il faut aussi qu'on leur permette de le mettre en avant. Donc voilà, c'est pas non plus une honte d'entreprendre j'utilise des mots forts pour caricaturer, mais c'est pas non plus une honte d'entreprendre dans la cuisine. Au contraire, si c'est mettre en avant un savoir-faire et que ça permet justement en plus à des femmes de créer leur propre activité, c'est tant mieux. À part ça, moi je peux être témoin du fait qu'il n'y a pas uniquement des projets dans la cuisine, dans la livraison. On a accompagné à peu près une quarantaine de projets à l'incubateur depuis septembre 2019 et il y a vraiment une grande variété au niveau des secteurs d'activité des personnes qu'on accompagne. Il y a bien sûr des projets dans la cuisine, il y a des projets de TPE, des personnes qui veulent créer leur société de nettoyage, leur garage automobile, mais il y a aussi des projets dans la culture, des projets dans les médias comme Josiane qui est là. Il y a des projets dans la tech aussi, des personnes qui développent par exemple
des plateformes B2B de mise en relation entre différentes entreprises. On a Samé qu'on a accompagné qui développe une plateforme pour faciliter la communication entre les architectes et les designers qui travaillent avec eux. On a des projets même dans l'entrepreneuriat social, des projets à impact. On se rend compte aussi que les personnes qui sont réfugiées, qui sont là, veulent à leur tour aider les personnes réfugiées, les personnes un peu fragiles entre guillemets. Et on a par exemple accompagné Carlos et son projet populaire qui, à travers le café, donc il importe du café de Colombie, et il veut autour de ça aussi créer toute une école de torréfaction pour les personnes, entre autres réfugiées, pour leur permettre d'avoir accès à un emploi stable. On avait Zina aussi qu'on avait accompagné, une réfugiée syrienne au tout début de notre programme, qui par le théâtre veut aider les femmes réfugiées, entre autres, à se reconstruire. Donc voilà, il y a beaucoup de secteurs d'activité différents. C'est pas uniquement des projets dans la cuisine, dans la restauration, même s'il y en a aussi, et c'est aussi une très bonne chose que ce savoir-faire puisse être mis en avant, mais c'est beaucoup plus large que ça. Merci pour tous ces exemples. C'est vrai que c'est beau avoir toute cette diversité et toutes ces initiatives. Alors, j'ai plus de clichés, mais du coup, je vais poser des questions à Josiane pour en savoir un peu plus sur son projet, si tu me permets, Sina. Bien sûr. Josiane, tu disais tout à l'heure que tu voulais monter une association et qu'en côté, tu voulais t'étais entrepreneur parce que tu étais freelance, ce qui m'a fait tilter parce que pour nous, créer une association, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Alors, comment tu vois ta posture aujourd'hui où tu te vois dans 2 ans? Quelle ambition tu as avec ton projet? Double C'est projet. vrai que merci Jeanne pour la question. C'est vrai que c'est assez inédit. En fait, lorsque j'ai été donc passée à l'entretien à la ruche, justement pour être incubée, je suis partie en tant qu'entrepreneur avec un statut d'auto-entrepreneur que j'avais déjà. Alors j'arrive, je passe devant le jury et le jury en fait trouve qu'en fait mon projet pourrait coller avec en fait le format associatif d'une association. Sous le champ, donc j'ai dit je vais y réfléchir. Je suis rentrée, ça m'a pris quelques semaines. Et en fin de compte, au fil des ateliers donc avec la ruche, donc c'est là que j'ai compris que c'était intéressant. Dans quel cadre en fait? Ça va permettre en fait de faire parce que je devrais pas, je pense que pour commencer parler de la palette donc d'offres que j'aimerais en fait développer. Donc c'est des articles courts, des articles longs, des articles d'investigation, des documentaires, des campagnes donc de sensibilisation et donc autour de ça demande des fonds. Ça demande des fonds. Et comme je porte ce projet toute seule, donc c'est intéressant en fait de le faire sous une forme d'une association et de pouvoir lever des fonds. Dans quelle mesure, je ne sais pas, mais au moins s'essayer à ça pour voir justement comment développer justement l'activité. Donc ça, c'est un côté et ça ne me prendra pas beaucoup. Donc je m'occupe de ce projet-là, donc les soirs, par exemple, parce que j'ai déjà les formats, j'ai déjà les statuts, j'ai déjà donc la palette d'offres. En plus, j'ai déjà l'expertise, puisque toutes ces différentes offres que je propose, je peux moi-même les développer, mais j'aurais besoin aussi de partenariat. Donc, c'est ce côté-là. Donc, ça me prendra pas beaucoup. Un week-end ou un soir, pondre un document sur deux soirs ou un week-end et après, donc, le mettre à l'exécution. En fait, c'est des domaines que j'aime beaucoup, tellement que ça me prendra pas beaucoup de temps et que je trouverai du temps. Mais comme il faut aussi gagner son pain, comme on a une famille quelque part, donc c'est pourquoi il faut une activité rémunérée. Parce qu'une association, c'est pas rémunéré, donc il faut le coupler nécessairement avec une autre activité parallèle. Donc, on nous disait bien que c'est pas facile de trouver un emploi lorsqu'on a un statut de réfugié. Et là, donc, après m'être lancée, après avoir cherché, donc là, je viens de trouver ma première mission en tant que rédactrice. Donc, là, j'attends le retour. J'ai fait mes premiers articles et j'ai envoyé donc aux prestataires. Donc là, ça se met en route. Donc, j'ai bien vu, par exemple, que pour faire ces articles-là, j'ai rédigé 3 articles. Ça m'a pris 2 jours.
Alors que c'est un nouveau domaine que je découvre, c'est une commune que je découvre, donc c'est sur des questions que je découvre. Donc il a fallu bien que je prenne au moins 1-2 jours pour lire la documentation et après 2 jours pour rédiger. Et là, donc j'ai pu proposer d'autres articles pour l'avenir. Donc je pense que c'est une gestion de temps. Et j'avancerai comme ça, donc sur un court terme. Donc, et si demain, comme je l'ai dit, il advenait que le côté association prenne le pas sur l'autre activité, qu'il y ait plus de rentrées, il y ait plus d'activités, cette activité-là passera en première ligne. Donc, en n'oubliant pas. Ou alors, je pourrais toujours. Par exemple, j'ai dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé au sein d'une unité promotion qui faisait justement la sensibilisation donc des journées commémoratives des droits de l'homme, par exemple, ou donc d'autres activités aussi, des séminaires. Et j'étais aussi dans une unité rapport. Je rédigeais des rapports, donc différents rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels. J'avais qu'un seul enfant à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai 4, mais ils sont grands, ils ont grandi. Ils deviennent de plus en plus indépendants. Donc, je pense que je peux très bien manager ce temps-là, consacrer 3 jours à cette activité, 3 autres jours ou 2 jours et demi comme ça à une autre activité. Donc, ce ne sera pas difficile. Donc, d'ici 2 ans, donc j'aimerais bien être là, moi aussi, pour voir quelle activité a pris le pas sur l'autre. En tant que rédactrice indépendante, par exemple, j'ai vu, en allant sur LinkedIn, on est même donc on est amis sur LinkedIn, des jeunes femmes qui ont 3 partenaires. Donc 3 partenariats, donc et les freelances et rédactrices freelance et là 3 prestataires. Donc je pense que là, lorsqu'on a 3 prestataires, on est full. Franchement, on n'a pas besoin d'en faire autre parce que là, je pense que l'agenda est assez complet. Donc, si demain, justement, j'arrive à trouver 3 partenariats, donc en tant que rédactrice indépendante, je pense que là, j'aurai un salaire même plus que celui d'un emploi stable, par exemple. Et Ok, donc, pour moi, je teste les deux et l'avenir, dans 2 ans, me dira qu'est-ce qui a marché plus que l'autre. ok, très bien. Ouais. Merci pour ces informations. Alors, il y Ouais. a une idée enfin, il y a une question qui m'est venue en t'entendant parler et que j'aimerais poser à Sina, mais je t'invite aussi à réagir si elle t'intéresse. Je voulais te demander, Sina, si tu trouvais ça enfin, si c'est plus difficile d'accompagner des entrepreneurs réfugiés que d'accompagner des entrepreneurs français. Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais c'est différent forcément parce on essaye d'avoir un accompagnement qui est adapté, en fonction de ce profil-là. Sinon, ça aurait pas de sens de créer un programme spécifiquement pour les personnes réfugiées. Donc on essaie d'adapter, nous, les outils qu'on avait de base à la ruche pour ce public-là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du rythme, c'est différent parce que, comme je le disais au début, les personnes qu'on accompagne, très souvent, elles ont une activité professionnelle à côté, donc elles sont pas à 100 sur leur projet. Donc nous, de notre côté, on se doit d'être patient aussi et de s'adapter, nous, à leur rythme parce que, l'entrepreneuriat, leur projet, c'est pas leur activité principale, très Mm. souvent. Ça peut l'être, mais, dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Donc on doit s'adapter à ça. Je pense que les entrepreneurs de notre programme avancent un peu plus lentement que dans les autres programmes, mais c'est pas un drame non plus, quoi. C'est pas grave. Si, petit à petit, les personnes qu'on accompagne réussissent à développer leur projet, prendre leur temps, c'est très bien aussi. Et à ça, on va avoir, je pense, un accompagnement qui va pas être, 100 focalisé sur les projets, mais ça va être un peu plus large. Je pense par exemple à la pratique, du français. On a, au départ, au début du programme, on n'avait pas du tout cette aide-là par rapport au niveau de français et de plus en plus, on a réfléchi, on s'est dit que c'était quand même nécessaire parce que, vraiment le niveau de français, enfin la réussite du projet est vraiment liée aussi au niveau de français. Donc là, Josiane est complètement bilingue, elle parle, parfaitement français. Je pense que c'est plus facile pour Josiane, par exemple, d'aller démarcher des partenaires, d'aller rencontrer des gens ou de pitcher son projet, de le présenter tout simplement, que pour d'autres qui ont plus de difficultés. Donc on a mis en place aussi un accompagnement au niveau du français pour les personnes qui le souhaitent, ce qui n'est pas le cas dans d'autres programmes d'incubation, par exemple. Donc on est moins centré sur le projet, mais on va aussi travailler avec ces personnes-là sur d'autres sujets, mais qui vont forcément, faire, la réussite du projet aussi. Donc il y a toute cette question-là. Il y a la question, comme je le disais, de la confiance en soi aussi. Donc on va mettre en place des ateliers avec, pour, qu'elle puisse prendre la parole, des ateliers avec une actrice qui fait vraiment de la mise en scène, de l'impro,
pour aider à prendre la parole, prendre confiance. Le but, c'est aussi de dire qu'il y en a beaucoup qui complexent par rapport à leur niveau de français, comme je disais, par rapport à leur accent. Le but, c'est de dire que c'est pas grave, au contraire, c'est pas une faiblesse, c'est une richesse d'avoir un accent parce que ça veut dire qu'on parle plusieurs langues. Donc ça aussi, c'est bien au niveau de la posture, de la confiance. On veut aussi travailler là-dessus avec ces personnes-là. Au niveau des soft skills, en fait, si je peux utiliser ce terme-là, on va faire un gros travail là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si c'est plus difficile, c'est différent, c'est un rythme qui est différent et c'est un contenu aussi qui est différent. On va aussi se focaliser sur tout ce qui est administratif parce que c'est compliqué. Donc ça va être peut-être un peu plus technique. On va leur donner, les accompagner plus sur ces choses-là que par rapport à d'autres programmes d'incubation, je pense, où les personnes sont plus autonomes, sont plus indépendantes dans la recherche de toutes ces informations-là au niveau administratif. Ok, et où s'arrête votre accompagnement? C'est-à-dire, parce que là, ça peut aller très loin. J'imagine qu'il y a des personnes que tu accompagnes qui ont des problèmes de logement, qui ont des problèmes psychosociaux divers. Comment vous faites pour gérer ça avec l'équipe? Bah, c'est comment on fait grâce aux partenaires, en fait, grâce aux autres acteurs qui, eux, sont spécialistes de ces questions-là. En fait, nous, on est des spécialistes de l'entrepreneuriat, mais tout ce qui touche à la réussite du projet, on va bien sûr faire en sorte de les accompagner au mieux sur ces sujets-là. Quand ça dépasse un peu, on veut quand même être là pour les aider, sauf que c'est pas nous qui allons les aider personnellement, on va les rediriger vers d'autres acteurs, en fait. Dès que c'est une question sur les logements, il y a d'autres associations qui existent. Par exemple, si c'est remplir un document, un formulaire administratif, il y a des écrivains publics qui sont là dans toutes les villes en France pour aider les personnes qui ont des difficultés en français à remplir des papiers. Pour tout ce qui est vraiment lié à leur démarche administrative en tant que réfugiés, il y a des associations qui sont là pour ça. Il y a France Terre d'Asile, il y a la CIMAD, il y a beaucoup d'associations qui sont là pour ça. Le but, c'est d'avoir un écosystème assez complet et de repérer quels sont les acteurs qui peuvent aider au mieux chacun des entrepreneurs sur chaque sujet et les rediriger vers les bonnes personnes. En fait, nous, on aime bien dire qu'on est un peu des médecins généralistes, en fait. Quand quelqu'un vient nous voir, si on peut répondre à la question, bah, on va y répondre. Et même dans leurs projets propres, on s'entoure à la ruche de beaucoup d'experts, en fait, sur plein de thématiques différentes, donc des spécialistes. Donc, par exemple, si on va avoir un entretien avec Josiane, elle va peut-être nous dire: «J'ai des difficultés par rapport au statut de mon association, je ne sais pas trop comment faire pour déposer mes statuts». On va la rediriger vers un avocat qui, lui, sera spécialiste et qui pourra l'aider sur ces questions-là. Ça va être un peu pareil sur tout ce qui va être un peu plus axé administratif et plutôt vie personnelle et logement et ces sujets-là, par exemple. Ok, merci, c'est très clair. Maintenant, j'ai une question pour Josiane. Josiane, est-ce que quand tu fais de la prospection pour tes clients, sur ta partie du coup auto-entrepreneur et sur ton activité de rédaction, est-ce que tu l'affiches, ton statut de réfugié, ou est-ce que tu le caches? Alors, disons déjà que c'est pas facile, hein. Donc c'est une prospection qui a pris du temps. Donc déjà, c'est un parcours du combattant. Donc j'ai fait, par exemple, je vois des appels d'offres, hein, des offres d'emploi, par exemple par Jeune Afrique, disons, qui recherchent par exemple un rédacteur, un consultant rédacteur. Donc j'envoie ma candidature et j'ai même fait des appels, mais il n'y a pas de retour, par exemple. Je l'affiche pas, je ne veux pas le dire directement, je le dis pas, donc j'ai tel statut, non. Mais lorsqu'ils lisent le CV, donc je pense qu'ils comprennent très bien, très rapidement, de quoi il s'agit. Parce que les questions qui vont arriver par la suite vous disent que la personne a compris ou pas, ou se pose encore des questions. Ça dépend de la finesse de chaque personne. Par la suite, j'ai trouvé d'une manière générale, au fait, qu'il faut toujours rechercher un environnement bienveillant. Je pense que c'est la clé. C'est la clé. Donc, si vous arrivez à trouver cet environnement bienveillant, donc ça fait partie de la création de ce réseau. Donc, même ma première mission, je l'ai eue par rapport donc à c'est le réseau qui s'est mis en place, donc que je construis depuis 2 ans, par exemple. Donc, qui aujourd'hui m'amène à une première mission. Et je sais que derrière, j'ai une autre promesse,
derrière. Et je sais par exemple que la personne qui m'a mis en lien avec cette personne l'a clairement affligée par contre. Donc, c'était sur un réseau social et la personne a dit je vous présente Josiane, ancienne journaliste, originaire de tel, elle est en France depuis ce moment-là. Donc, j'ai trouvé, mais c'est. En fait, sur le coup, ça vous fait un petit choc. J'ai lu le message, il était très bien rédigé et je l'ai lu, mais c'était tellement bien fait et très poli et très respectueux qu'à la fin, je me dis mais pourquoi ne pas se présenter comme tel? Pourquoi justement ne pas dire ben, je suis telle, on abat les masques, donc et après advienne que pourra. Donc moi je trouve qu'il ne faudrait pas, lorsque on doit le dire, il faut le dire. Lorsqu'on ne vous le demande pas, pas besoin de le dire. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien votre question, Jeanne, parce que la première appréhension justement dans notre situation, c'est celle-là. Est-ce que je le dis, je ne le dis pas? Voilà. Donc déjà. Mais aujourd'hui, justement, moi, j'ai fait ce chemin-là et donc j'apprends après des difficultés. Aujourd'hui, j'apprends à le dire et à le vivre. Donc, et à savoir, à comprendre au fait que c'est ça et c'est ça qu'il faut affronter. Ouais, c'est très intéressant. Je peux compléter peut-être, Vas-y, parce que sinon. c'est une question intéressante, mais je pense que c'est vraiment propre à la personnalité de chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à faire dans le fait de mettre en avant ou pas son statut de réfugié. Ça dépend vraiment des personnalités. Nous, on fait le choix dans l'accompagnement de parler vraiment des personnes qu'on accompagne en tant qu'entrepreneurs et pas en tant que réfugiés, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, parce que justement, on veut parler du futur, en fait. Pas de la condition, mais de qu'est-ce que vous voulez faire? Et ce que veulent faire les personnes qu'on accompagne, c'est entreprendre. Donc on va parler d'elles en tant qu'entrepreneurs. On a des personnes qu'on accompagne qui nous rejoignent là-dessus et qui veulent vraiment être mises en avant en tant qu'entrepreneurs. Il y en a d'autres qui, je pense à Omar qu'on a accompagné, l'année dernière, qui a un projet, B2B de plateforme, de mise en relation entre les entreprises et qui lui, sur son LinkedIn a mis entrepreneur réfugié, par exemple, parce que pour lui, c'est une richesse et ils veulent le mettre en avant. Donc sans qu'on lui demande, c'est sur son profil LinkedIn. Donc c'est le choix qu'il a fait. Il y en a d'autres qui n'en ont pas envie. Donc vraiment, ça dépend de chacun, de la personnalité et de comment est-ce qu'on ressent aussi cette identité de réfugié aujourd'hui, en France. Pour compléter, Sina, je pourrais dire, Jeanne, si tu le permets, au fait que c'est un cheminement, en fait. Au départ, je faisais partie de la catégorie de ceux qui ne veulent pas le dire. Que même lorsqu'on le disait, je voulais pas qu'on en fasse référence. Mais avec le temps, donc avec les épreuves, donc les obstacles, les réussites, on apprend à s'assumer. Donc aujourd'hui, je peux facilement assumer ce côté-là. Merci, c'est vraiment intéressant. Moi, ça me fait penser, enfin, je me permets d'ajouter quelque chose, parce que moi, j'ai la casquette communication à la ruche, et un de mes rôles est de valoriser les projets qu'on accompagne pour créer de nouveaux rôles modèles qui ressemblent un peu plus à la population française que ce qu'on voit dans les films ou dans les livres. Et quand j'essaye de valoriser les projets créés par des entrepreneurs réfugiés, je me retrouve toujours face à la contrainte de la mise en avant du statut plus que du projet. Et ça met dans des situations assez délicates parfois face à des journalistes ou à des médias. Et c'est vrai que nous, on se dit du coup, bah non, nous, on veut valoriser le projet, on veut pas valoriser le statut. En même temps, c'est une opportunité. Donc, c'est vrai que c'est une opportunité parce que ça permet de rendre visibles certains projets, parce que c'est un peu, si je peux le dire, c'est un peu cliché, mais c'est un peu à la mode et donc ça attire les journalistes et pourquoi pas utiliser, cette visibilité et en profiter et s'en servir comme tremplin. Mais peut-être que comme tu le dis, Josiane, il faut attendre le bon moment et l'avoir passé le moment de l'acceptation pour pouvoir surfer sur cette tendance et l'utiliser à bon escient ou à profit pour son projet ou pour sa réussite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je pense qu'il faut s'adapter en fonction des personnalités des gens qu'on a en face, en fait. Celles qui veulent le mettre en avant, bah, mettons-le en avant. Celles qui veulent être mises en avant par ce qu'elles font et pas par leur statut, bah, faut le respecter aussi, quoi, tout simplement. Mais c'est complexe, je suis d'accord. C'est vrai que c'est Ouais. compliqué.
Et Jeanne, si je me permets, et les partenaires, lorsque vous leur présentez justement des entrepreneurs, vous sentez que lorsqu'ils veulent aller plus loin, c'est de la curiosité ou je sais pas, c'est quoi votre relation justement par rapport à ça, à ce point-là? On essaye du coup de rappeler ce qu'est un réfugié, parce qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui a connu des menaces dans son pays d'origine et qui a traversé des grosses épreuves de la vie. On ne se permettrait pas à quelqu'un qui a connu des épreuves de lui poser des questions devant tout le monde sur ces sujets-là particulièrement. Donc, on essaye de leur expliquer et pour qu'ils soient un peu plus... pour qu'ils se mettent un peu à la place des personnes qui sont en face d'eux. Souvent, ils l'entendent, mais c'est vrai qu'il faut rester à côté et faire un peu le garde-fou. Je pense que Sina est d'accord avec moi. On a appris de nos erreurs maintenant, donc on est un peu plus vigilant. Mais malheureusement, souvent, ce qui fait le buzz, c'est l'histoire, c'est le storytelling. Et là, c'est dangereux parce que c'est des histoires qui sont douloureuses et qui peuvent faire mal à l'interlocuteur en face. Donc, on mange sur des œufs. Ouais, ça va dépendre de chacun, en fait. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter, on fait attention au début, quand il y a des interviews, etc., de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de questions personnelles sur le passé, mais plutôt des questions sur l'avenir. Après, il y en a qui répondent, qui sont très à l'aise avec ça, d'autres non. Donc, ça dépend encore une fois des personnalités. Je pense à Zina aussi, qu'un média, France 3 avait interviewé, qui lui avait demandé comment est-ce que toi, tu es venu en France, par exemple. Et elle avait dit, je suis venue en avion, pourquoi? Donc, voilà. Ça dépend de chacun, en fait. Il y en a qui ont les armes pour y répondre, parce que quand elles ne le veulent pas. D'autres qui sont beaucoup moins à l'aise, donc on essaie de faire en sorte que tout le monde soit le plus à l'aise possible, quoi. C'est ça qui est bien aussi, en fait, de pouvoir leur permettre de poser cette question. Ça permet aussi de sortir du cliché qui existe, hein, mais c'est une réalité, mais c'est pas pour tout le monde. Les réfugiés n'arrivent pas tous en bateau, accrochés en dessous d'un camion, et c'est bien de le savoir aussi. Donc, c'est génial que Zina ait eu la possibilité de pouvoir montrer. Mais voilà, s'il y en a d'autres qui ont vécu plus de difficultés et qui n'ont pas forcément envie de le dire non plus, quoi. Donc ça dépend. Alors, il est 16h17, on a pratiquement passé 1 heure à discuter ensemble autour de l'insertion, de l'entrepreneuriat, des personnes réfugiées. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous avez une actu? Peut-être, Josiane, est-ce que tu as des actualités? Tu me parlais d'une table ronde, c'est peut-être le moment d'en parler. Avec la ruche, justement, donc dans le côté, on essaie de le développer aussi en tant que freelance, en fait. On est en train d'organiser une table ronde justement pour des femmes entrepreneurs, donc réfugiées, mais pas que. Ici aussi d'autres situations donc diverses, donc question de ne pas rester enfermées sur quelque chose. Et donc on aimerait justement que ces femmes entrepreneurs donc viennent nous parler des défis, viennent nous parler de la conjoncture actuelle, viennent nous parler d'où elles sont parties, aujourd'hui elles sont arrivées, elles en sont où, et demain qu'est-ce qu'elles prévoient. Et d'une manière donc globale, donc c'est comme justement avoir ce petit groupe pour discuter, faire un petit point avec des jeunes femmes. Je pense qu'on aura des jeunes femmes entre 25 et 40 ans, je crois, entre 25 et 45 ans, donc c'est la bonne tranche. Même s'il y en a de 50 ans, elles sont bienvenues. Et donc, les annonces donc de la semaine dernière ont un peu décalé l'événement qui était prévu pour fin avril. Du coup, je pense qu'on s'achemine vers mi-mai ou alors fin mai. Moi, je pense que c'est vers là. Parce qu'en fait, on l'organise avec Sonila, justement. Et c'est pour valoriser aussi l'activité de Sonila. Donc, c'est qu'on ait la table ronde après qu'il y ait des mets cuisinés par Sonila pour que les gens goûtent et découvrent justement son projet à elle. Donc, c'est dans ce cadre-là. On aimerait en fait que ce soit donc à la ruche Paris. Donc, pour que les gens se voient et qu'il y ait cette possibilité d'avoir une table pour Sonila et avoir cette vitrine-là pour Sonila.
Donc, je pense que ça, déjà, pouvoir arriver à organiser cette activité, c'est incroyable. Moi, j'y crois pas. Donc, voilà. Moi, je me dis, on peut le faire. Hein. Donc, les femmes, elles sont là. Donc, on n'a pas à avoir peur. Non, je peux te le dire, tu peux le faire. Voilà. Ça va très bien se passer. Ça va être un super moment et on attendra le moment où on pourra enfin se retrouver. Oui. J'espère bientôt. Sina, peut-être que toi aussi, tu as un message à faire passer? Je ne sais pas si j'ai un message à faire passer. En tout cas, c'était un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est assez compliqué, en fait, à chaque fois de répondre, d'avoir une question, une réponse définitive aux questions posées parce qu'en fait, derrière le statut de réfugié, il y a plein de profils, il y a plein de visages, il y a plein d'identités différentes. Donc à chaque fois, c'est des réponses nuancées, je pense. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse, en fait, de ces personnes-là. Nous, c'est un plaisir d'accompagner, enfin, d'être sur ce programme-là parce que c'est des rencontres humaines, c'est des histoires qui sont complètement différentes à chaque fois. Et voilà, donc on a posé le cliché, les, heu, les réfugiés sont là pour prendre l'emploi des Français ou je sais plus ce que c'était exactement. Nous, on pense au contraire que c'est une véritable richesse, qu'elles ont plein de choses à nous apporter au niveau social, mais aussi au niveau économique. Et c'est pour ça qu'on a ce projet-là et qu'on veut aider un maximum de personnes réfugiées dans le développement et la concrétisation de leurs projets. Et si je me trompe pas, et je pourrais conclure là-dessus si tu le veux bien, il y a un appel à projets qui est tout le temps ouvert et sur lequel tout le monde Exactement. peut. C'est Ah, ça, merci exactement. beaucoup. Donc c'est sur le site de la ruche, si vous avez le statut de réfugié, vous voulez développer votre projet, vous pouvez candidater et on vous, recontactera pour, vous présenter tout ça, discuter de votre projet et essayer d'avancer au mieux avec vous. Trop bien. Merci à tous les 2. Un immense merci, Josiane, pour ton temps. Merci Merci Josiane, merci Jeanne. et on se retrouve, très vite, autour de la table ronde, mais aussi ailleurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci Anonymous pour, ton commentaire. À très bientôt et bonne journée à tous. Bye Merci. bye. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir.